intéressant. Voilà, j'en dis Allez, pas plus. c'est parti. Donc, bonjour On y va. à toutes et tous. Donc, nous voilà pour le 13e Midi Circulaire et nous sommes sur un retour d'expérience qu'on appelle Rex chez ODI. Puis pas que chez ODI d'ailleurs. Donc, c'est Agathe Belli qui va vous présenter ce très beau projet qui est un projet de foyer de jeunes travailleurs initialement. Vous verrez, les dénominations ont changé depuis. Je crois que c'était un projet de jeunes travailleurs et ça reste toujours dans cette catégorie-là de bâtiments. Donc, Agathe, atelier, que je ne fasse pas d'erreur, Nera et Michelet, et ben, c'est à toi, tu partages ton écran. Et puis, on va être sur le réemploi de menuiserie notamment, mais vous allez voir, il y a plein de petites choses qu'Agathe va nous dévoiler. Et, Ok. et tu vas nous expliquer comment ça a fonctionné avec le maître d'ouvrage, qui est l'OPH de l'Angoumois, comment on arrive à faire mettre en œuvre, enfin à mettre en œuvre du réemploi. Et voilà. Tu t'en sors En avec train la compassion? de changer. Voilà. Il faut que j'autorise. Autorise, autorise. Tac, pour partager l'écran. Voilà, ça devrait être bon. Eh bien, c'est parfait. C'est bon pour vous. Hop, vous devriez voir la Plein écran. plein écran. Non. Normal. Vous ne devez pas le voir là, hein, non? Tu dois pouvoir le faire, tu sais, juste ton diaporama PowerPoint en plein écran. Là, voilà, c'est parfait. Ah oui, ça a marché là? Ouais, c'est parfait. C'est à toi. Ah, c'est parfait, là. Tu peux faire filer les premières slides. Je crois que Ok. c'est bien au fait des visioconférences maintenant. Ok, c'est bon. Oui, oui, j'avais laissé effectivement. Tout ça, c'est bon pour tout le monde. Bon. Bah, bonjour à tous, ou rebonjour déjà pour ceux que je n'ai pas vus tout à l'heure, qui sont arrivés entre-temps. Donc effectivement, je suis Agathe Belli. Je travaille à l'atelier Nera Michelet à Angoulême et j'ai été chargée d'opération pour réhabiliter en fait le foyer des jeunes travailleurs sur Angoulême, donc dans le vieil Angoulême, dans un secteur sauvegardé. Vous verrez que c'est important pour la suite. L'idée, c'est que cet ancien foyer de jeunes travailleurs devait être réhabilité. Donc, c'est une lourde rénovation pour accueillir en fait des logements pour des personnes qui ont des troubles psychiques. Donc, qui sortent en fait concrètement d'hôpital psychiatrique et qui sont un peu en transition pour retrouver une autonomie et donc rejoindre ensuite des logements, on va dire, plus classiques. Donc, on est vraiment sur une maison, comme un peu une maison relais en fait, où il y a des logements individuels et où il y a un accompagnement, on va dire, il y a 2 animateurs qui sont sur place avec une série de lieux communs. Donc, cette opération-là, on l'a obtenue suite à un appel d'offres puisque c'est un marché public. Donc, on a reçu un programme qui avait des ambitions en termes de rénovation et en termes d'ambition écologique, ou du moins qui proposait à l'équipe de maîtrise d'œuvre d'avoir des pistes de réflexion sur le sujet. Donc, nous, on a proposé en fait l'utilisation de matériaux biosourcés et notamment un test de réemploi pour la façade. Donc, vous allez voir, ça va faire l'objet en fait de cette présentation. Et je vais vous expliquer aussi quelles petites opportunités on a retenues en cours de conception et de chantier. Donc, vous voyez là la façade, en fait. Donc, on est, pour ceux qui connaissent, à côté de la place du Minage dans le vieil Angoulême. On a un bâtiment qui était constitué de 2 bâtiments historiquement et qui avait déjà subi des rénovations assez lourdes, et notamment au niveau de la façade. Donc, vous voyez en partie basse que là où il n'y a plus la pierre, en fait, on a un enduit et on a eu une trame du bâti qui a été changée, notamment à la partie centrale où on rentrait dans le bâtiment avec le poteau rond qu'on voit au centre. Donc, on a fait toute une série de réunions avec Atapsi. Donc, l'OPH de l'Angoumois est propriétaire en fait du bâti et donc en charge de la rénovation des 2 bâtiments en tant que tels. Par contre, c'est Atapsi qui est une association qui en fait a la maîtrise d'usage du lieu
et donc qui était, qui est toujours d'ailleurs, l'association en charge de l'accompagnement des futurs locataires. Donc, je vous ai juste mis rapidement, en fait, les idées, on va dire, principales, les esquisses qu'il y a eu pour rénover le bâti. Il y a eu toute une réflexion sur le cheminement jusqu'à chez soi, parce qu'il y avait cette question d'autonomie des habitants et en même temps de trouver des moyens de créer du lien en fait entre les futurs locataires. Donc aujourd'hui, enfin avant la rénovation, on avait comme ça un cheminement très strict avec le haut-vent, le sas, la boîte aux lettres, le fait de monter le couloir et de rentrer jusqu'à chez soi. Et donc, on a travaillé comme ça avec des espaces intermédiaires, des points de rencontre en fait qui sont mis de manière assez discrète, mais avec des loggias partagés, des coins de salon, des chambres d'amis partagées aussi, permettant d'accueillir la famille. Enfin voilà, on avait une réflexion comme ça et tout était assez guidé sur cette question de passage. Donc avec des mises en scène, on a une cour sur l'extérieur, des notions de bioclimatisme, de rafraîchissement passif du bâti. Enfin voilà, mais dans toute cette démarche, en fait, on a intégré aussi la question du réemploi et on s'est concentré dans un premier temps sur un élément. Et en fait, cet élément, c'était la porte. Parce que vous voyez, à l'origine, donc ça, c'est une photo du foyer des jeunes travailleurs, donc ça se constituait comme ça, c'est-à-dire qu'on avait vraiment un fonctionnement avec un couloir central, beaucoup de portes, certaines avec des hublots, et on avait quelque chose qui était aucune lumière naturelle, quelque chose qui était assez anxiogène. Et en même temps, on savait qu'on pouvait… À la base, on voulait réutiliser en fait ces portes parce qu'il y en avait une quantité monstre et on savait que ça allait être évacué fatalement parce que on devait caser tellement de logements qu'on était obligé en fait de revoir entièrement la disposition des plans intérieurs. Et donc, on avait toutes ces portes. Donc, les portes en tant que telles n'ont pas pu être réutilisées parce que c'est des portes alvéolaires. Par contre, on avait des cadres de portes qui étaient… eux en bois massif. Et donc, on s'est dit, eh bien, on a beaucoup d'éléments en bois massif qui sont assez disparates, avec une grande quantité de dormants de menuiserie. Et donc, on voulait les réutiliser. Et on savait à côté qu'on devait retravailler la façade du bâti. Et donc, on a commencé à essayer de réfléchir à une mise en lien entre les deux. Donc, c'est cette porte qui a focalisé notre attention, donc pas celle-ci particulièrement, mais voilà, le fait qu'il y ait cette multitude en fait, de portes et ces dormants de portes en tant que telles. Donc, on a commencé à en discuter avec l'OPH. Et on s'est aussi focalisé sur cette question-là parce qu'il y avait toute une symbolique. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est des personnes qui ont des troubles psychiques, donc bipolaires, schizophrènes, ce type de maladie, avec tout ce que ça engendre de la vision de l'extérieur. Et puis, l'OPH avait énormément poussé pour proposer en fait à Atapsy un lieu qui soit au cœur de la cité, qui soit au centre-ville et non pas un lieu à l'écart de la ville. Et donc, il y avait ce côté où il fallait, de manière assez discrète, mais quand même revendiquer le fait qu'il y ait un lieu adapté en fait, pour une population qui est souvent mise à l'écart. Et donc, le fait de retravailler cette façade sur l'extérieur était un moyen aussi de le mentionner et de travailler sur cette symbolique. Donc, il y a la porte, il y a forcément le fait de retrouver un chez-soi, donc chose très importante forcément quand on sort d'un hôpital et d'un séjour de plus ou moins longue durée. Il y a la question aussi de l'ouverture sur le futur. C'est quand même un lieu qui est porteur de messages d'espoir. La notion de passage, on y vient et puis l'objectif, c'est que les personnes qui y résident, y viennent, y vivent, puis repartent, cette question de transition. Et puis, évidemment, il y a la question du trouble mental avec la symbolique de cette porte, encore une fois. Donc, on a travaillé dessus. Et donc, la question, c'était comment est-ce qu'on peut réunir des éléments relativement disparates et créer une certaine harmonie, parce que forcément, qui dit réemploi dit comment est-ce qu'on trouve une certaine beauté dans ces matériaux. Et donc, on a commencé comme ça à rechercher, à essayer de convaincre la maîtrise d'ouvrage en leur montrant ce type de référence, de se dire, mais on peut en fait unir plusieurs éléments assez disparates
et en faire ressortir une texture en utilisant la peinture, par exemple, puisqu'on savait qu'il y allait forcément avoir une étape de rénovation de ces dormants. Donc, on a commencé comme ça avec ces références un peu en dehors du bâti architectural, j'ai envie de dire. Et assez vite, on s'est rendu compte que pour avancer dans la conception et puis pour parler de la même chose, il a fallu travailler par le biais de prototypes. Donc ça a été, on va dire que jusqu'à présent, c'était la théorie. Et on est rentré assez vite, c'est-à-dire qu'on était en phase de conception, je pense, APS, sur la réalisation d'un prototype. Donc, on est allé récupérer des dormants de porte dans des entreprises de menuiserie ou sur des chantiers. On les a découpés, on les a assemblés. Donc, on est arrivé sur ce premier prototype fait nous-mêmes en tant qu'outil de conception et de communication avec la maîtrise d'ouvrage. Et on a assemblé comme ça verticalement. Donc là, vous voyez un peu ce que ça peut donner. Et puis, vous voyez la tranche là. Vous voyez, on a simplement coupé des dormants, assemblés par l'arrière avec une ossature en bois de manière très simple. Et puis, peint très grossièrement. Là, je dois vous dire qu'il y avait juste une couche de peinture qui traînait, une chute d'un pot de peinture. Et donc, on a volontairement laissé les éléments de menuiserie et essayé de travailler sur quelque chose de très vertical et de créer une texture comme ça en alignant verticalement les éléments. Donc, ce prototype a été une première étape qui a déjà convaincu la maîtrise d'ouvrage, qui ne voyait pas trop où est-ce qu'on allait. Et puis, on a pu l'emmener au Bâtiment de France parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on était dans un secteur sauvegardé, donc il a fallu quand même amener des éléments au Bâtiment de France pour les convaincre et puis pour discuter avec eux. Donc, ça a été l'objet de discussion. Donc là, on voit assez facilement l'assemblage, on va dire, horizontal. Mais forcément, une fois qu'on a fait ça, on se rend bien compte qu'il faut réfléchir au niveau vertical, puisqu'on n'a pas forcément des dormants qui font la hauteur de la menuiserie. Comment est-ce qu'on fait pour assembler ces éléments ? Comment est-ce qu'on discute aussi avec le bureau de contrôle sur cette base-là ? Donc, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il fallait peindre les dormants sur les 4 faces pour protéger le bois avant de le poser en tant que bardage. Donc, les Bâtiments de France ont plutôt bien reçu ces éléments. Ils nous ont demandé, ils ont eu des prescriptions de couleurs. Et puis, ensuite, on a commencé à dessiner les éléments. C'est-à-dire qu'on a quasiment en fait, commencé en fait, par un prototype pour concevoir la chose. Donc là, vous voyez la façade en tant que telle. Donc, vous voyez qu'on a quand même on ne se rend pas compte dans la rue parce qu'on a très peu de recul, mais on a quand même une façade intéressante au niveau de son histoire et du patrimoine qu'elle fait ressortir, surtout au niveau de la modénature. Et en partie basse, on intervient en fait uniquement sur donc les parties qui sont hachurées verticalement. C'est les parties où on a le bardage en bois de récupération. Le reste, on le maintient entièrement en pierre apparente. Donc, ce que vous voyez ici, c'est l'insertion qui a été proposée pour le permis de construire. On est resté quasiment sur ce type sur la même image, en fait, dans la réalisation. Je dois vous avertir quand même que le projet aujourd'hui n'est pas finalisé, mais on a une bonne partie qui est réalisée, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, voilà pour le permis de construire. Et puis ensuite, quand on a continué au niveau des études, donc on a toujours utilisé le prototype pour continuer tout ça, essayer d'avoir une idée aussi des largeurs qui a été nécessaire parce qu'on venait forcément en débord sur la façade existante sur la rue. Donc, on avait des trottoirs qui n'étaient pas forcément déjà très larges. Donc, il a fallu qu'on réfléchisse là-dessus aussi. Et donc, on a commencé à dessiner en coupe, en façade, une série de détails qui ont permis de lancer l'appel d'offres. Donc, on a décrit ça dans les CCTP d'une manière qu'on pensait assez précise et avec l'expérience, on se rend compte qu'on aurait dû aller beaucoup plus loin dans la description en fait, des prestations des uns et des autres. Donc, en gros, on avait le menuisier qui faisait la dépose de tous les éléments en bois massif et de principalement en fait, les dormants de porte.
et puis le charpentier qui, lui, avait à sa charge la réalisation du bardage. Et on avait aussi le peintre qui devait, lui, préparer les bois et les peindre pour les mettre à disposition du charpentier. Donc, on a lancé l'appel d'offres. On a eu des réponses. Une entreprise a été sélectionnée. Donc, on était toujours dans le cadre d'un marché public. Et donc, je vous ai mis les prix qui ont découlé. Donc, qui sont des prix qui datent d'il y a 3 ans, parce qu'en fait, on était sur une opération à tiroir. On avait 2 opérations liées. Donc, il a fallu d'abord qu'on réalise le chantier d'un autre site pour ensuite réaliser celui-ci. Donc, vous avez le prix qui a été donné par l'entreprise. Donc, le MOB, c'est mur à ossature bois, parce qu'on avait quand même sur l'arrière. Donc, je vous ai montré la façade, mais on avait aussi des loggias aux étages partagés entre les logements et des murs à ossature bois en retrait de la façade principale. Donc, on n'avait pas uniquement la surface en bardage que je vous ai montré finalement sur la façade principale. Donc, on avait le bardage venait à la fois sur des murs à ossature bois et à la fois sur l'enduit qui préexistait sur la façade principale. Donc, le prix des murs à ossature bois était de 87 € hors taxe au mètre carré et le bardage en bois de récupération était entre 107 et 104 € hors taxe du mètre carré, sachant que ça comportait aussi tous les habillages des tranches, tout ce qui était détail de finition du bardage. Donc, on n'a pas que le prix brut du bardage, mais on a aussi des choses qui varient suivant si on est au-dessus, en dessous d'une fenêtre, si on a les encadrements qui sont compris dedans, les tôles d'habillage, etc. Donc, le chantier a commencé et je vous le mets un peu en avant de vous montrer des photos du chantier. On a reçu, après signature du marché de l'entreprise, en fin de compte, un petit devis en moins-value de la part de l'entreprise. Donc, ça fait partie des réalités. Disons que l'entreprise se rendait bien compte que ça allait être du travail et que ce n'était pas quelque chose d'habituel. Donc, on a reçu ce petit devis en moins-value qui est toujours compliqué à gérer parce que forcément, la maîtrise d'ouvrage a des contraintes financières. Donc, vous voyez ici, en fait, l'entreprise proposait de supprimer donc, le bardage en bois de récupération, donc, qui correspondait à un peu moins de 19 000 € hors taxe, et de le proposer en bardage en bois Douglas naturel neuf pour une moins-value de l'ordre de 2 000 € hors taxe. Là, on a eu quand même la chance de pouvoir discuter de ça avec l'OPH et que l'OPH ait refusé en fait ce devis en moins-value, notamment par le biais d'une chargée d'opération qui était très investie et qui s'appelle Salomé Valmar, qui malheureusement ne fait plus partie de l'OPH, mais voilà, je tiens à le mentionner, qu'elle a quand même fait un énorme travail dessus. Et puis, les directeurs en fait, de l'OPH ont suivi pour poursuivre cette expérimentation, malgré une proposition de moins-value de la part de l'entreprise. Donc, je vous ai mis les montants hors taxes correspondants. Encore une fois, ça correspond à des montants qui datent un peu. Avec la flambée des prix, notamment du bois, quelque part, peut-être que le bardage en bois de récupération est même, je pense, que l'est en fait moins cher aujourd'hui. Ce qui est une bonne nouvelle en soi pour l'utilisation des ressources naturelles. Mais voilà, à ce moment-là, on avait quand même ce petit moment du chantier qui est important et je trouvais ça important de vous montrer aussi ce point-là. On avait aussi, donc au début du chantier, je vais vous montrer un peu tout ce qui s'est passé au fil du chantier, mais au début du chantier, on a fait des premières visites donc pour montrer tous les éléments qui étaient à maintenir. Après coup, je pense que maintenant, j'utilise plutôt un système de post-it parce que voilà, on est sur des chantiers quand même avec des petits budgets. On n'a pas vraiment de mission en tant que telle pour gérer le réemploi. C'est plus des opportunités et une organisation pratico-pratique, on va dire. On avait repéré, par exemple, les fermes-portes, les BAES aussi, vous savez, les indications des sorties de secours. Les mains courantes que vous voyez ici ont été maintenues. En fait, on les a coupées
stockés. On a fait le doublage parce qu'il fallait qu'on isole. Donc, on a fait le doublage et ensuite, on les a remis en tant que tels. On a juste changé la forme et fait en sorte qu'il y ait une continuité le long de l'escalier. Mais voilà, on a aussi cherché à réemployer un maximum d'éléments et à profiter de petites opportunités sous la forme en fait, de négociations avec les entreprises et d'accords du bureau de contrôle, bien sûr. Concernant les BAES quand même, parce que je n'ai pas d'image dessus, mais c'est quelque chose qui est intéressant parce que je pense qu'on peut un peu tous le faire. Ce qui a été fait, c'est qu'on avait des BAES qui étaient neufs, en fait. Et on voulait j'ai proposé de les réemployer. Mais la question de l'électricien, c'était, OK, moi, ça ne me pose pas de problème, mais si on les dépose, en fait, la batterie ne tiendra pas et quand on les remettra en marche, ils ne fonctionneront plus. Donc, ce qu'on a fait, c'est tout simplement, on a pris une planche en bois, on les a branchés. Ils sont restés branchés en fait, tout au long du chantier. Et ceux qui fonctionnaient encore à la fin, on les a remis en œuvre. Donc, le bureau de contrôle, enfin, cette procédure a été décidée avec le bureau de contrôle, qui était M. Loukili de la PAV, qui ne travaille plus à la PAV, mais voilà, à l'origine, c'était ce bureau de contrôle-là. Et ceux qui ne fonctionnaient pas, on ne les a pas réutilisés. Ce qui a simplement été demandé de la part de la maîtrise d'ouvrage et de l'électricien, c'est de mettre à jour, de créer un avenant en fait, pour bien spécifier sur le devis qu'il ne s'agissait pas de BAES neuf, mais bien de BAES réemployés. Il te reste 5 minutes, Agathe. 5 minutes? Moi, je vois 12 minutes. Ah, je ne vois pas le bon truc. OK, je me dépêche. Ouais, on a commencé un petit peu en retard. Bon, alors 7 minutes. Il n'y a pas de problème. Je continue. Donc, du coup, les entreprises se sont jouées au jeu aussi. Là, vous voyez des sanitaires qui ont été déposés par le plombier et Emmaüs est venu faire 2-3 tours. Donc ça, c'était des initiatives d'entreprise parce qu'on avait communiqué dessus et qu'on leur avait bien expliqué les enjeux. Bon, le chantier a commencé. Je tenais à vous montrer des images de démolition parce que finalement, on se rend compte que même quand on se concentre sur quelques éléments, ce qui reste, c'est gigantesque. Donc voilà, le maçon avait carrément fait monter dans les étages une mini-pelle. Il était particulièrement fier de ça. Bon, je vous laisse observer la masse de déchets qui n'ont pas été réemployés aussi. C'est important de se dire qu'on peut évoluer quand même. Il y a encore une grosse marge de progression. Les dormants, du coup, ont été déposés et stockés sur place. Donc, vous envoyez une partie. Sur cette base-là, se posent pas mal de questions. Qui retire les vis? Qui découpe? Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que la lame du charpentier ne va pas être endommagée parce qu'il y a des vis? Donc, tout ça, ça fait partie d'une série de négociations et d'échanges avec eux. Donc, vous voyez, il y a des parties qui étaient carrément pourries. Donc, il a fallu comme ça discuter de ça. Ça, ce n'était pas décrit au CCTP, par exemple. Et je pense qu'il faut aller au moins jusque-là dans le CCTP pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté après sur le chantier. Ensuite, on avait demandé à l'entreprise de faire un premier prototype. Donc, vous le voyez là. Comme ça ne paie pas forcément de mine, mais n'empêche que ça a permis de discuter sur comment obtenir une grande hauteur, comment assembler des éléments suivant leur largeur, comment trouver une certaine homogénéité de texture, malgré le fait que ce soit des éléments très disparates. Comment est-ce qu'on les assemble? Vous voyez par ici. Finalement, contrairement à ce qui avait été fait au prototype, j'ai demandé à ce que ce soit assemblé sur le devant pour pouvoir changer des éléments au besoin, donc au niveau de l'entretien du bardage en tant que tel. On a profité pour faire un tour dans l'entreprise, je le fais toujours, c'est fou tout ce dont ils disposent, tout ce qui est mal stocké. Donc, ils ont essayé de me refourguer des éléments de ce type-là. Je passe rapidement, mais c'est toujours très intéressant de faire une visite des locaux des entreprises. Donc, une fois que les dormants ont été déposés, que le prototype de l'entreprise a été validé, le charpentier a amené en fait chez le peintre des dormants que vous voyez ici. Donc là, on a eu un premier point de tension entre le peintre et le charpentier parce que préparation des supports, ok, mais le peintre n'avait pas forcément prévu un sablage. Il se trouve que le sablage, c'est quelque chose à prévoir parce que c'est quand même un moyen très efficace de préparer les supports.
Donc là-dessus, c'est pareil. Aujourd'hui, j'aurais plus décrit, je pense, les prestations des uns et des autres. Le peintre a fini quand même par accepter de préparer tout ça et de les peindre. Il les a ramenés sur le chantier. Vous voyez. Donc, c'est une pré-peinture qui a été faite. Donc, les matériaux sont disponibles sur le chantier et du coup, le charpentier a pu commencer à poser les éléments. Donc, vous voyez, on est sur une structure secondaire très classique et puis ensuite, on vient poser le bardage verticalement par-dessus. Donc là, on est sur ces photos, on est sur quelque chose d'un peu plus simple parce que on est quelque part, on n'a pas à assurer d'étanchéité puisqu'on avait déjà un enduit par-dessous. Donc, vous voyez, on arrive à avoir comme ça des encadrements. Donc là, on n'avait pas encore les habillages verticaux. Un des moyens qui a été testé en fait sur ce bardage-là, c'est aussi de sertir les éléments. C'est-à-dire que le fait de les rendre, de créer une texture, de le peindre et de le sertir, donc c'est-à-dire d'avoir des éléments qui viennent affiner, encadrer la chose, c'est des moyens de le mettre en valeur. Vous voyez, on retrouve vraiment les éléments bruts, en fait. On a même des éléments de charnière, de gonds. Donc aujourd'hui, le chantier n'est pas terminé parce qu'on a eu des soucis d'approvisionnement en fait, en dormant de menuiserie. Ça peut paraître fou, mais c'est toujours compliqué en fait. Aujourd'hui, on n'a pas de structure en tant que telle, en tout cas pas sur le Grand Angoulême, de plateforme de stockage. L'OPH ne dispose pas d'espace de stockage non plus. Et donc, ça a été assez compliqué de récupérer, de stocker et de poursuivre ce bardage. Donc, il est en cours. Là, on en a récupéré sur un autre chantier et l'entreprise va la récupérer pour le préparer, l'envoyer au peintre et finir ses prestations. Mais voilà un petit peu ce que ça donne aujourd'hui. En complément, parce qu'il y avait quand même une négociation qui a été faite avec l'entreprise, c'est-à-dire que on a négocié que les éléments dans les loggias, que vous voyez ici, il devait y avoir le même bardage. Finalement, j'ai négocié avec eux, ils avaient des chutes en fait de bardage et du bois récupéré sur un autre chantier, donc j'ai dit ok, ça me va aussi comme ça. Donc, vous voyez le bardage là qui a été récupéré. Et je voulais aussi rapidement mentionner autre chose. Quelquefois, sur des chantiers, eh bien, changer d'avis et rester sur des choses plus simples, ça peut avoir son intérêt. Donc là, vous voyez, par exemple, l'escalier. On avait prévu d'autres garde-corps. Et finalement, on a maintenu les garde-corps existants. On a juste découpé les mains courantes là, qui sont un peu arrondies, disgracieuses. On a retiré le plastique. J'ai demandé à l'entreprise de venir souder en fait une main courante complémentaire par-dessus. Et on a eu quelque chose d'assez esthétique. Et surtout, on a utilisé moins de matière, en fait. C'était ça l'objectif aussi. Donc là, vous voyez la photo de l'existence. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on avait un sol souple sur l'escalier. Ça a été un petit combat quand même. Mais ce qu'on a décidé, vous voyez, c'est de le retirer, de retirer la colle et de ne rien faire d'autre. Ça a été beaucoup de discussions avec la maîtrise d'usage qui ne comprenait pas qu'on puisse laisser les escaliers bruts. Finalement, il est assez beau. Donc, on a rajouté bien sûr les contrastes en partie haute et en partie basse pour bien signaler l'escalier aux malvoyants. Mais voilà, simplement pour dire que quelquefois, de laisser brut des éléments et d'éviter de rajouter de la matière par-dessus, c'est aussi un vrai choix et qui peut donner comme ça des éléments, des lieux assez atypiques, quoi. Vous voyez là un élément qui a été gardé aussi, au lieu de le détruire, de rajouter des poteaux et de tenir la structure autrement. On a maintenu tout simplement et on en a profité pour faire des rangements. Donc ça, c'est des adaptations de chantier. Vous voyez aujourd'hui l'entrée. Donc on a commencé à mettre des habillages. Il y a des choses qui sont à revoir et qui sont à finir, mais on a quand même un effet de texture qui est assez propre, qui est finalement assez discret à l'échelle de la rue et qui est une première base de travail qu'on pourra en tout cas, que je vous propose avec grand plaisir si vous avez envie de refaire ça ailleurs ou de l'améliorer ou
voilà, n'hésitez pas. En tout cas, c'est une première étape qu'on a plaisir à partager. Merci beaucoup, Agathe. Parfait pour le timing. Parfait, parfait. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que Agathe vous a présenté, à ce projet? Alors moi, j'en vois pas là pour l'instant, mais là, pour le coup, vu qu'on n'est pas très nombreux, n'hésitez pas à y aller. Ne passez pas par le chat, hein, Ouais, vous c'est ça. allumez vos micros, vous allumez votre caméra et voilà. On peut Alors moi, même se remettre, on peut même se remettre en plein écran si tu veux, Agathe. Ouais. Ah, une question de Monique. Monique, tu peux prendre la parole, je pense que c'est plus simple. Comment je vais faire Zoom. alors, Oui, je super, ouais. demandais si le voisinage ou élargi même a été informé ou même associé à ce principe de récupération des matériaux intérieurs et qui vont même se voir à l'extérieur. Est-ce que la ville communique sur ce principe ou l'OPH Je pense qu'ils attendent aussi que ce soit fini. Enfin, nous, on a quand même demandé, même là, de faire cette midi circulaire. Je n'étais pas hyper à l'aise du fait que ce ne soit pas fini. Mais il n'y a pas eu d'échange trop avec les riverains. Il y a eu pas mal d'échanges avec les résidents aussi, parce qu'en fait, l'inauguration a eu lieu il y a un petit mois. Donc, on en a discuté un petit peu. Après, il y avait surtout des représentants des élus, C'était pas forcément l'objet principal, en fait. C'est resté assez discret, mine de rien, parce que il y avait déjà beaucoup de choses à dire, c'est-à-dire que les élus ont pas mal mis l'accent sur le fait d'avoir ce type de réhabilitation et ce type de logement au cœur de ville. Il y a toute une série de financements aussi liés à ce type de logement. Donc, ce n'est pas ce qui a été mis en avant en priorité. Mais donc, c'est déjà habité, c'est utilisé. Et comment c'est vécu alors par les résidents? Le bardage en tant que tel, Ou l'ensemble, le principe, est-ce qu'ils ouais. ils sont informés de ça? Est-ce que ils ont compris que c'était une valorisation? Ils n'ont pas compris qu'ils étaient dans une poubelle? Je C'est un suis peu pas ça la sûre. question. C'est vrai que je suis pas sûre qu'il soit forcément. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Parce que quand j'y suis allée, je les ai plutôt questionnés sur comment est-ce qu'ils vivaient dans le lieu, est-ce que c'était agréable, est-ce que les espaces étaient utiles. Mais c'est vrai que là-dessus, il n'y a pas eu forcément de. Je sais pas ce qu'ils en pensent. Je sais que j'ai eu des retours plutôt positifs en disant que c'était assez esthétique, c'était assez étonnant et qu'ils attendaient que ce soit fini forcément. Mais j'ai pas eu de retour. Je sais que les bâtiments de France, on a eu un retour quand même des bâtiments de France qui nous demandaient quand est-ce que ce serait fini et puis je leur ai proposé d'attendre que ce soit terminé pour faire un retour sur place. Mais des résidents, je ne sais pas comment ça a été pris en tant que tel, mais je les questionnerai. Ouais. Alors, merci Léna, hein, pour les coordonnées du bureau de contrôle, hein. Je crois qu'il va être contacté, ce monsieur. On cherche toujours des bureaux de contrôle assez ouverts sur différentes techniques, matériaux sourcés, géosourcés et maintenant le réemploi depuis quelques années. Donc voilà. Alors, c'est la personne qui était en charge, c'est Nabil Loukili. Donc, il faisait partie de la PAV à ce moment-là. Et maintenant, il est passé chez Socotec. C'est ça. Oh, on a toutes les indications dans le chat grâce à Léna, notamment. Donc, merci les filles. Moi, j'ai une question pour toi sur un projet comme celui-ci. Quels sont les indispensables pour pouvoir mettre en œuvre le réemploi? Et qu'est-ce qui peut bloquer? Enfin, soit les indispensables, soit les grosses choses bloquantes. Je pense que ce qu'il faut déjà, dès le début, c'est travailler par prototype. Ça, c'est quelque chose qui est hyper nécessaire. Travailler par prototype, discuter avec les différents interlocuteurs. Mais le prototype, c'est le meilleur outil pour concevoir et puis pour convaincre déjà. Et puis, on ne peut pas tricher avec un prototype. Donc, voilà, ce n'est pas une vue d'esprit, c'est une réalité. Donc, ça, déjà, le prototype, pour moi, c'est indispensable sur toute opération de réemploi. Ce qu'il faut, c'est anticiper le stockage et la temporalité liée au chantier. Ça, c'est vraiment une difficulté qu'on peut avoir. Je pense aussi qu'il faut s'imprégner des techniques, des modes constructifs existants.
il n'y a pas forcément d'intérêt à réinventer la foudre, j'ai envie de dire, mais vraiment de reprendre un mode constructif existant, de le mettre en parallèle et se dire, bah là, par exemple, un bardage bois, j'ai mon mode constructif existant. Je me réfère à ce mode constructif, donc à ce DTU. Je discute en fait avec le bureau de contrôle en me disant, voilà, je prends un des éléments de ce mode constructif existant, éprouvé, voilà, pas farfelu, et je le remplace par un autre élément, certes de réemploi, mais qui reste un matériau qui répond aux caractéristiques techniques identiques, ou qui, s'ils n'y répondent pas, bah, je fais en sorte de le retravailler pour qu'il y réponde, tout simplement. Et donc, comme ça, on peut discuter, en fait. Parce que du coup, on ne parle pas de quelque chose qui est en dehors des clous, on parle de quelque chose, du mode constructif existant, et on s'y réfère. Donc ça, à mon avis, c'est hyper important aussi. Après, il faut vraiment anticiper les prestations des entreprises. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas juste, nous, on avait écrit, bah voilà, préparation du support, des coupes, ce genre de choses. Mais il faut vraiment... Ouais, David, je crois que tu veux dire quelque chose. Non, non, termine. Ouais, je crois qu'il faut vraiment, mais ce qui est compliqué, hein, parce que ça demande vraiment des connaissances techniques et manuelles hyper importantes, se dire, bah, ok, je vais avoir la porte, mais il faut que je puisse, déjà, comment je la dépose, ma porte, ensuite, bah, du coup, comment elle est fixée, qui le fait, combien il y a de portes, quelles sont, bah, comment est-ce que je vais le préparer? Est-ce que si je découpe, bah, du coup, je vais avoir combien de pourcentage de pertes? Est-ce que ce que j'ai sur place à quoi correspond en termes de surface à ce que j'ai sur place? Donc, le fait de faire un prototype, ça permet de se dire, sur 1 m², combien est-ce qu'on a besoin en fait de dormants de menuiserie? Ça, c'est super important aussi. Et après, il faut prévoir des prototypes, encore une fois, mais côté entreprise. Donc, voilà. Et ensuite, bah déjà, si on fait tout ça, on a un peu plus comment dire, de chance de réaliser la chose, je pense. Et j'ajouterais, parce que tu l'as mentionné, voilà, une personne côté maîtrise d'ouvrage vraiment extrêmement convaincue et en soutien à la maîtrise d'œuvre. Oui, c'est sûr Alors, que... c'était sur ça que je voulais en fait enchaîner parce qu'effectivement, c'était dit que on donnerait un peu un éclairage maîtrise d'ouvrage sur cette opération-là. Donc l'OPH de Langoumois, c'est un adhérent comment dire, historique d'ODI. C'est des gens qu'on connaît très bien, qui ont comment dire, une volonté d'innovation pragmatique sur des sujets différents en fonction des projets. Donc voilà, pas forcément faire des opérations pilotes dans tous les sens, mais en fait, chaque fois, essayer des choses et être très ouvert. Donc il y a pas mal de maîtres d'ouvrage comme ça, enfin il n'y en a pas mal, mais il y en a quelques-uns qu'on connaît qui ont cette possibilité-là. Et c'est juste pour vous préciser que même si effectivement l'idée est venue de la maîtrise d'œuvre, ils se sont quand même bien approprié cette démarche-là et que au-delà de cette démarche, ils ont une logique liée à l'économie circulaire qui va plus loin. C'est-à-dire que sur d'autres projets, ils ont lancé des diagnostics ressources. Ils sont déjà en train de prendre des contacts avec d'autres maîtres d'ouvrage pour pouvoir mettre en commun les ressources. Ils sont en lien également avec toute la dynamique que tu pilotes aussi en partie, Agathe, sur comment dire, l'économie circulaire sur le territoire de Grand Angoulême également. Oui. Donc, en gros, il y a un maître d'ouvrage qui est assez volontaire sur ce sujet-là, et ça me permet de glisser sur une nouvelle question, en fait, Agathe, qui est une fois que tu as fait cette opération-là et que tu as tous ces enseignements, comment, en termes de pratique de l'atelier, vous répondez à d'autres appels d'offres? Est-ce que vous essayez justement, avec ces enseignements-là, de se dire, ben, on va essayer de répéter en fait ce genre de méthode en les améliorant? Tout ce qu'on a appris, ben, en fait, on va essayer de le refaire, mais en mieux. Ou est-ce que vous dites, bah, c'était bien, mais on fait autre chose la prochaine fois? Quelle est votre logique par rapport à ça? Ouais, c'est vrai que nous, on est quand même super, comment dire, enthousiastes et curieux. Donc, on a tendance à partir sur plusieurs modes de réemploi. Je sais que on a travaillé sur la réutilisation d'un bardage métallique pour l'espace Georges Brassens à l'île d'Épagnac, parce qu'on avait des surfaces monstrueuses.
Je sais que Frédéric Nera aussi, sur ses opérations, a à cœur de mettre aussi, dès que possible, des éléments de réemploi, que ce soit en déclassant sur des menuiseries pour les utiliser en fait sur des, des séparatifs intérieurs. On continue là-dessus. J'aimerais bien, c'est vrai que je n'ai pas encore eu l'occasion, mais j'aimerais bien en tout cas refaire un bardage de ce type-là en l'améliorant parce que du coup, je pourrais profiter pleinement en fait, des enseignements de cette expérience-là et l'améliorer. Et surtout que des dormants de porte, même si parfois on a du mal à en trouver, il y en a beaucoup, hein, ça, faut pas se le cacher. Et puis aussi, peut-être essayer de pousser le truc. Je sais qu'on a tous, hein, mais j'ai pas mal d'objectifs, par exemple, sur les menuiseries PVC dont personne ne veut, qui sont très moches et très dégoûtantes. Mais n'empêche que si on arrivait à en faire quelque chose de beau et d'utile, ce serait pas mal aussi. Donc, on a des petits objectifs comme ça. Donc, c'est pareil, c'est sur du bardage aussi. Je sais que ça a été l'occasion aussi de le faire valoir, faut pas mentir, ça permet de le faire valoir aussi sur des appels d'offres pour obtenir d'autres marchés. Et puis, de rassurer certaines maîtrises d'ouvrage, de dire, écoutez, regardez, on a fait ça, c'est un secteur sauvegardé. Ça, c'est quand même un argument assez important. Ou de faire valoir, du coup, les ambitions de l'OPH, de dire aussi à d'autres maîtrises d'ouvrage, regardez, l'OPH s'est engagé là-dessus. Certes, on n'était pas au courant de tout, mais finalement, bon, on verra quand ce sera fini, mais il y a eu quand même de bons retours pour le moment. Et puis surtout, sur le fait, ça pousse aussi énormément à essayer de faire plus de prototypes, de se garder du temps pour faire ça et de l'intégrer dans la conception. Ça, c'est des prototypes, c'est des choses qu'on faisait déjà, même pas forcément sur le réemploi, mais je pense que ça a d'autant plus son sens sur le réemploi, quoi. Voire c'est complètement essentiel. Du coup, Agathe, là, ce que je lis dans ce que tu dis, c'est que finalement, comment dire, mène ta réflexion, c'est pas tant finalement l'expérience que tu as sur le sujet et de se dire, tiens, on a une technique à disposition, comme on peut le faire sur un bardage classique, etc. On se dit, on a une technique à disposition et on l'utilise, mais c'est la ressource. Du coup, aujourd'hui, tu dis, moi, j'ai un gisement et ce gisement, du coup, je l'utilise. Ce qui veut dire que peut-être que pour favoriser la répétabilité de ce type de technique, il faudrait avoir des gisements à disposition et on revient aux plateformes de réemploi, etc. C'est peut-être ces questions-là. Oui, il y a ça. Et puis, il y a aussi de se rendre compte que il n'y a pas non plus… Alors, on peut se dire, il y a beaucoup de matériaux différents, mais finalement, on retrouve toujours c'est un peu toujours les mêmes matériaux, en fait, en fin de compte. Ça va intéresser Véronique, ça, cette question-là. Tu veux réagir? Depuis tout à l'heure, moi, donc… Attends, t'as pas ton micro, Véronique. Oui, nous, on a pris le problème par l'autre bout. On essaye déjà de constituer des stocks de matériaux réutilisables et après, on cherchera des gens pour en faire quelque chose. Donc, on est vraiment de l'autre côté. Et en fait, c'est plus simple, en effet, quand on a la matière parce qu'avec des dormants de fenêtres, alors on peut faire ça. C'est vrai qu'on n'avait pas envisagé ce genre de choses, mais on peut faire des meubles, on peut faire plein de choses, quoi. Tout à fait. Du coup, dans l'optique que nous, on a, c'est plutôt de commencer par créer un stock et ensuite, on regardera comment on l'utilise plutôt que… Parce que c'est déjà bien assez compliqué, je dois dire aussi, puisque nous, on se structure surtout à l'échelle d'un département, mais c'est déjà bien assez compliqué et je pense que… moi, je suis là parce qu'on travaille sur justement… un atelier de démantèlement de menuiserie et puis la dépose de dormants pour pouvoir les récupérer derrière pour avoir la matière première. D'accord. Voilà. Mais c'est intéressant parce que peut-être que quand vous aurez fait votre stock, la maîtrise d'œuvre ou la maîtrise d'ouvrage viendra vous voir en disant tiens, est-ce que vous avez ce type de matériaux et peut-être que pas, et s'il y a suffisamment de besoins, vous irez. Mais là c'est intéressant de savoir que déjà mais c'est clairement très intéressant. Très clairement.
Non, mais en plus, ce qui est chouette, on se rend assez vite compte que finalement, il y a des choses qui se passent un peu dans tous les sens. Et c'est hyper bien, parce que c'est-à-dire que nous, on pousse de ce côté, vous poussez de l'autre côté, et à un moment, on va se rencontrer, ça va bien se passer, en fait. Donc ça, C'est c'est ça. chouette. Mm. Mais après, il y a une autre, il y a plusieurs opérations qui sont en cours de conception. Par exemple, on bosse sur l'aéroport de Brie-Champniers, et on s'est rendu compte qu'il y a un des bâtis qui va être déconstruit parce qu'il doit faire passer des avions dans un endroit un peu improbable. Et donc, du coup, on conçoit à partir des éléments qu'on sait qu'on va récupérer dans le bâti d'à côté. Et pourtant, on n'a pas encore posé le permis, par exemple. Ou on bosse à Châteauneuf. Demain, je suis invitée au Grand Cognac, donc ils sont en train de se structurer, de se poser des questions aussi à cette échelle-là. En fait, il se trouve qu'à Châteauneuf, on fait une extension pour une cantine. Et donc, je suis allée un peu zioter leur service technique. J'y retourne d'ailleurs cet après-midi. Et donc là, on commence à dire, ils m'ont montré des mâts de poteaux électriques. Donc, je leur ai dit, mais ça peut nous faire des bordures très, très bien, ou même des assises pour les enfants, suivant la hauteur. Ils m'ont dit, on a des énormes plots de béton qui servaient en fait à tenir justement des poteaux électriques. Je leur ai dit, mais peut-être qu'on peut les utiliser comme fondation. Et donc, du coup, comme ça, on a un peu un schéma de ce que va donner l'extension avec les ouvertures, l'éclairage, les objectifs, on va dire, architecturaux et en termes d'usage. Et on s'est dit, voilà, on va décortiquer ce bâti-là et on va utiliser un maximum, mais à partir des matériaux dont vous disposez qui vous gênent en fait dans vos services techniques. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire à peu près à toute étape du projet. Il faut l'amener, il faut quand même instaurer un climat de confiance avec la maîtrise d'ouvrage parce que, bon, ils peuvent aussi se dire, bon, c'est un peu n'importe quoi, mais en fait, ce n'est pas n'importe quoi, c'est vraiment des choses très techniques qui demandent voilà, une connaissance des outils disponibles, des savoir-faire des entreprises locales, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire des choses qui ne sont faisables, je ne sais pas, qu'au Portugal, par exemple. Je pense à ça parce qu'on travaille sur le liège aussi en façade extérieure. Donc, du coup, voilà, il y a plein de choses à faire, mais pour ça, il faut énormément échanger et du coup, faire à partir effectivement de ce qu'on trouve sur place. Donc, aussi bien en termes de matériaux que de savoir-faire. Il y a quand même aussi, alors vous avez parlé de contraintes techniques, architecturales, etc. Mais il y a aussi des contraintes financières. Je vois, nous, on travaille sur en partie aussi la partie des déchets inertes. Et il faut savoir quand même qu'on est devant un paradoxe où nous, la préfecture, donc dans le cadre de plateformes que l'on met en place, va nous financer pour récupérer des déchets inertes et les traiter pour qu'ils soient réutilisés. Donc jusque-là, c'est performant. Mais avec le même outil qui est la DETR, donc qui financera notre projet, eh ben, il refuse que la commune d'à côté réutilise nos matériaux parce que dans la DETR, on peut utiliser du neuf. C'est-à-dire que d'un côté, ils acceptent de payer pour qu'on retraite du déchet inerte et en même temps, quelqu'un qui vient les voir pour financer un bâtiment n'a pas le droit de réutiliser les matériaux. Oui. Il va falloir un jour que les gens… J'imagine que c'est parce que le matériau est passé déchet à un moment dans son statut. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que même avec… alors bon, là, ça va évoluer parce qu'on travaille à faire évoluer ça, mais on se retrouve régulièrement devant ce genre de paradoxe où on aide d'un côté et on empêche la réutilisation de l'autre. Donc, c'est chaud, quoi. Pardon. Oui. Oui, c'est sûr que parfois on tombe sur des choses où on marche sur la tête. Ça, on ne va pas se le mentir. Mais bon, il y a quand même des bonnes volontés de toutes parts et quand on creuse un peu, on arrive quand même à faire des dérogations, à expliquer, notamment quand on explique que c'est pour des enjeux énergétiques ou ce genre de choses, on arrive à argumenter. Par contre, c'est vrai que c'est quasiment toujours plus complexe, paradoxalement, que de jeter et d'acheter du neuf. Bon, parce qu'on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière aussi. Mais ouais. Il est 12h55. Ouais, Je vous propose de clôturer ce midi circulaire. David, as-tu une information pour le prochain midi circulaire? Et en tout cas, un grand merci à Agathe. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience qui va inspirer, j'en suis certaine. Ça commence déjà. Donc, et merci. Mais n'hésitez pas à me contacter. Et je vois des messages qui passent là. Je vois Hydre notamment.
Secrètement, je cherche à vous contacter aussi par le biais du collectif Cancan. Bon, l'idée, c'est de mutualiser les choses. Je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera. Donc, moi, j'étais très contente de pouvoir participer à ces midis circulaires, en tout cas. Donc, ce n'est plus secret maintenant, cette prise de contact. Non, on le sait. Non, mais il ne faut pas. Et C'est au lancé. contraire, non, mais il y a aussi Magali là, qui est au syndicat Habitat Garbi, qui est un peu dans la zone aussi de Hydre, etc. Il y a plein de gens qu'il faudrait que tu contactes également. Mais et voilà, l'idée des midis circulaires, c'est aussi d'avoir une communauté, donc la communauté des midis circulaires. Comme je l'avais précisé précédemment, on va vous renvoyer la liste des participants. Et le dernier midi circulaire, parce qu'il faut bien un dernier, c'est le 16 décembre, donc on vous enverra le lien et ça sera sur économie circulaire et santé. Alors en vrai, on vous fait un peu peur, mais ça sera quand même pas complètement la fin des midis circulaires. Il y aura certainement une suite. Mais par contre, on aura besoin de vous, c'est-à-dire qu'on vous enverra dans le mail un sondage qui est prêt, hein, qu'on avait envoyé la dernière fois, pour que vous nous donniez un peu vos idées de ce que vous cherchez en fait par rapport aux suites des midis circulaires. Qu'est-ce que vous voulez voilà, il y a plusieurs pistes, mais vous pouvez aussi mettre des remarques vous-même. Et du coup, on en saura un peu plus, voilà, et on vous dira. Simplement, ce qu'on sait en revanche, c'est que le format en fait mensuel ne sera pas conservé et on ouvre la porte à des formats un peu plus présentiels. Mais c'est encore une fois, c'est à vous de dire ce que vous préférez. Voilà. Merci beaucoup. On vous souhaite une belle journée. David vous envoie la restitution comme d'habitude et n'hésitez pas à prendre contact, secrètement ou pas. On finira par le savoir vraisemblablement. Il y a des chances. Il y a des chances. Bonne journée. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Agathe.